Bonjour, tu écoutes NUM Rendez-vous, l'émission de la révolution numérique et de la transformation digitale qui résume toute l'actualité des géants du web et de la tech, disponible sur ma chaîne YouTube superfan.fr, également en replay sur toutes les plateformes de podcast, notamment Apple Podcast, Google Podcast et Spotify. Nous sommes le dimanche 7 février 2021 et pour moi, la news du jour, c'est véritablement TikTok qui débarque sur ta télévision. TikTok va bientôt débarquer sur votre télé, c'est ce que nous dit 01net.com. Je te rappelle que tous les articles mentionnés dans ce podcast sont bien évidemment disponibles dans le commentaire épinglé sous cette vidéo YouTube. Le réseau social va rejoindre le catalogue d'applications des Smart TV Samsung et vient de lancer une application pour les téléviseurs sous Android. Donc tu vas avoir deux façons en fait de pouvoir regarder TikTok. Les utilisateurs pourront désormais visionner les vidéos courtes sur leur TikToker préféré sur le grand écran du salon. Donc le réseau social va déjà rejoindre le catalogue d'applications des Smart TV Samsung sur les gammes 2018 à 2021. Et ce n'est pas tout, puisque TikTok vient également de lancer une application pour Android TV et sera accessible du coup sur de nombreux écrans. Ça veut dire que si tu as un téléviseur Samsung entre 2018 et 2021, une Smart TV, tu pourras regarder TikTok, ou si ton téléviseur est compatible Android TV, si ta box a Android TV, eh bien tu pourras regarder TikTok sur ta télévision. L'application qui a été spécialement développée pour offrir une expérience d'utilisation adaptée aux grands écrans de télévision, permettra à ses utilisateurs d'accéder à leur flux depuis le téléviseur du salon, mais aussi d'accéder aux vidéos les plus populaires sur TikTok. Dans cette version, l'application classera les contenus de TikTok en une douzaine de catégories et autorisera l'utilisateur à lancer des recherches en utilisant des hashtags. Il sera par ailleurs possible de consulter et de liker les commentaires publiés sous les vidéos directement depuis l'écran de ta télévision. Avec un tel format et la possibilité pour tous les membres d'une même famille d'accéder aux vidéos publiées sur la plateforme, l'application fonctionnera constamment en mode restreint afin de filtrer les contenus évidemment. Donc tous les contenus pour adultes seront censurés de cette application sur télévision. En parlant de réseaux sociaux populaires chez les jeunes, il y a une nouvelle étude qui est sortie dont je voulais absolument te parler aujourd'hui. C'est un article du blog du modérateur qui reprend cette étude de diplomeo.com. Une étude sur les jeunes et les réseaux sociaux qui a conclu que 72% des 16-18 ans n'utilisaient pas Facebook en France. Je te répète ce chiffre, c'est incroyable. 72% des 16-18 ans en France n'utilisent pas Facebook. Autre chiffre clé dans cette étude menée par Diplomeo. Alors Diplomeo, ça fait partie du groupe Hello Work, qui est d'ailleurs éditeur du blog du modérateur BDM. C'est une étude qui a été conduite auprès de 4682 jeunes français âgés de 16 à 25 ans entre décembre 2020 et janvier 2021. Alors, quels sont les réseaux sociaux préférés des jeunes en 2021 ? Eh bien, sans surprise, Instagram est toujours en tête. Le podium des réseaux sociaux les plus utilisés par les jeunes est le suivant. Numéro 1, Instagram avec 82%. Numéro 2, à ton avis, Snapchat. Snapchat avec 74%. Et troisième, Facebook avec 54%. Ce qui est aussi intéressant de constater, je vais te le montrer là. Je vais te montrer la capture d'écran du tableau. C'est la progression, la croissance de ces différents réseaux sociaux entre 2017 et cette année. On voit qu'Instagram, fin 2017, était à 64% et fin 2020, 82% d'utilisation d'Instagram parmi les jeunes. Snapchat, on était à 82% fin 2017. Aujourd'hui, on est à 74%, donc une légère chute de Snapchat. Alors Facebook dégringole complètement. Fin 2017, 93% d'utilisation chez les jeunes. Et cette année, seulement 54%. C'est incroyable le nombre de jeunes qui ont supprimé l'application ou qui ont arrêté d'utiliser Facebook. Twitter est passé de 53%
à 39%, c'est pas très bon non plus. Plus grosse croissance, c'est TikTok. Fin 2018, on était à 4% chez les jeunes. Aujourd'hui, on est à 38%. Extraordinaire. Donc TikTok, désormais, tu peux regarder sur ta télévision. Dans le reste de l'actualité du jour, on parle comme d'habitude des GAFAM. Et on commence par une autre étude, cette fois-ci aux États-Unis, qui nous révèle qu'une large majorité d'Américains approuvent le démantèlement des GAFA. On en a beaucoup parlé en Europe, en Union européenne, mais les parlementaires, les politiciens et même les citoyens américains sont de plus en plus favorables et même majoritaires à un démantèlement, c'est-à-dire une destruction du groupe des GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon, les démanteler en plusieurs entreprises. Les citoyens américains semblent sur la même longueur d'onde que leurs représentants, selon Presse Citron. Alors, le sondage en question a été réalisé par Vox et Data for Progress auprès de 1164 personnes en âge de voter aux États-Unis. 59% des répondants se prononcent pour un démantèlement des géants de la tech. C'est incroyable. 60% des Américains, la majorité, sont favorables à un démantèlement des géants de la tech. Alors dans le détail, si on regarde par rapport à leur couleur politique, démocrates à gauche et républicains à droite, 55% des démocrates et 61% des républicains y sont favorables. Donc les républicains, bien sûr, sont encore plus favorables au démantèlement des GAFA. 65% des citoyens jugent que ces entreprises ont atteint un niveau qui pose un vrai problème à l'économie américaine. 59% des démocrates sont de cet avis contre 70% des républicains. Donc le chiffre à retenir, c'est véritablement que 59% des répondants américains se disent pour un démantèlement des géants de la tech. News Google maintenant, Google Play Music va disparaître. C'est le moment de sauver ses fichiers. Google est en train de prévenir sa communauté que Google Play Music disparaîtra dans quelques semaines. Il est encore temps de transférer tes données vers YouTube Music ou alors de les rapatrier sur ton ordinateur. En conflit avec le gouvernement australien, Google lance News Showcase pour rémunérer les médias. Si tu écoutes cette émission, tu le sais, je t'en ai déjà parlé. Le gouvernement australien a menacé Google de le bloquer, de prendre des mesures contre Google, et Google a dit qu'ils allaient se retirer de l'Australie si ces mesures étaient prises par le gouvernement australien. Face à cette menace du retrait de Google en Australie, le gouvernement australien a déclaré que Bing de Microsoft pourrait remplacer Google en Australie. Déjà disponible en Allemagne et au Brésil, la plateforme News Showcase de Google est désormais disponible et opérationnelle en Australie. 7 titres de presse ont accepté d'y participer en signant des licences avec Google pour la reprise de leurs articles contre une rémunération. La firme de Mountain View espère que ce nouvel outil calmera les tensions avec le gouvernement australien qui la menace de lourdes sanctions. Apple maintenant, la production de l'Apple Car, je vous en ai déjà parlé dans cette émission, la voiture d'Apple, la fameuse voiture d'Apple, est sur le point d'être officialisée. Je vous parlais de rumeurs ces dernières semaines. Maintenant, ça va être officialisé. Un accord entre Hyundai et la marque à la pomme pourrait être dévoilé dans les prochaines semaines. Apple brevette un câble de recharge plus résistant et plus durable. Ça va plaire à beaucoup de fans d'Apple. Un brevet déposé par Apple et publié par l'Office national américain montre qu'un nouveau type de câble pour iPhone et iPad serait à l'étude dans les labos de la firme de Cupertino. Apple lance aussi la première bêta publique d'iOS 14.5. La première bêta publique d'iOS 14.5 est désormais disponible. Elle permet de déverrouiller l'iPhone avec Face ID, même en portant un masque, et prend également en charge les manettes de PS5 et de Xbox Series X. Amazon
On a appris ces derniers jours qu'Amazon déploie désormais des caméras dans ses camions pour surveiller la route, mais aussi pour surveiller ses chauffeurs et ses livreurs. Une pression supplémentaire selon les salariés d'Amazon. Amazon va surveiller tous les faits et gestes des livreurs. La mesure a commencé à être déployée aux États-Unis. Les livreurs prestataires d'Amazon sont aussi concernés. Cette technologie, dopée à l'IA, à l'intelligence artificielle, consistera en 4 caméras placées dans le véhicule pour une surveillance active. Cette technologie fournira aux conducteurs des alertes en temps réel pour les aider à rester en sécurité lorsqu'ils sont sur la route, ajoutait ce responsable d'Amazon. Comme le confirmait le 3 février le média The Information, les prestataires d'Amazon qui s'occupent de la livraison, dernier kilomètre, donc de l'entrepôt jusqu'à l'adresse du client, ont d'ores et déjà été mis au courant. Donc c'est pour ça que Amazon leur a déjà envoyé une vidéo d'instruction pour leur expliquer le fonctionnement des caméras. Pour certains chauffeurs, la crainte est déjà de vigueur. Citant un prestataire concerné, CNBC rapportait qu'il s'agirait d'une dose de pression supplémentaire à un travail qui implique déjà une charge de travail intense. On craint donc à nouveau Big Brother pour les salariés d'Amazon. Affaire à suivre, évidemment, je te tiendrai au courant. Voici à quoi ressemblera le prochain siège social d'Amazon, je vais te le montrer. Ce projet s'appelle The Helix, un futur siège social écolo, imaginé autour d'une immense tour végétale, comme nous le dit Louise Millon de Presse Citron. Voilà à quoi ressemble cette future tour végétale. C'est le prochain siège social d'Amazon aux États-Unis. C'est extraordinaire. Ça fait vraiment très très futuriste là. Alors, pour te dire ce que c'est exactement, ce nouveau futur siège social situé à Arlington en Virginie aux États-Unis, c'est un siège social qui va s'étaler sur plus de 260 000 mètres carrés. Il sera composé de 3 immeubles, dont le fameux bâtiment The Helix, de 22 étages. Sur toute la surface, l'entreprise prévoit des interactions avec la nature, que ce soit via la lumière naturelle ou la présence d'espaces verts et de végétation. Il prévoit aussi la mise en place d'espaces de collaboration et de partage entre les employés de l'entreprise américaine. Et Amazon indique aussi qu'il veut garder une ouverture vers l'extérieur et le quartier, plutôt que de se présenter comme un espace fermé, si bien que plus de 10 000 mètres carrés resteront ouverts au public pour des événements. Il pourrait alors y avoir des marchés, des concerts, ou tout simplement des espaces pour des promenades. Alors c'est pas pour tout de suite, puisque The Helix va commencer à être construit en 2022, après que les autorités locales aient validé cette dernière, mais 3 ans après, le projet devrait voir le jour, donc s'il n'y a pas de retard, autour de 2025-2026. N'as-tu maintenant, on va parler de Netflix. Puisque Netflix a dominé, encore une fois, les Golden Globe Awards avec 42 nominations, en espérant que la plateforme ne reparte pas les mains vides comme l'année dernière, malgré 34 nominations, nous dit Alexandre Planchet de siècledigital.fr. La Hollywood Foreign Press Association, HFPA, a annoncé les nominés pour la 78e édition des Golden Globes, une cérémonie extrêmement prestigieuse aux États-Unis. Avec des salles de cinéma en grande partie fermées dans le monde, c'est désormais dans le salon des spectateurs que se joue la grande guerre du cinéma et de la télévision. Il n'est donc pas étonnant de voir Netflix, Amazon, HBO Max, Disney+, etc. recevoir autant de nominations. Alors, Netflix a reçu donc 42 nominations. C'est ça, attends, je vérifie le chiffre. Ouais, c'est ça. 42 nominations, 22 nominations pour le cinéma et 20 nominations pour la télévision. Avec en tête des titres populaires comme Mank, The Trial of the Chicago 7 ou The Crown, évidemment. Amazon Studios et Hulu
ont suivi l'exemple de Netflix, avec respectivement 10 nominations pour Amazon et 9 nominations pour Hulu. Affaire à suivre. Je crois que l'année dernière, Netflix avait été nominé 34 fois, mais n'avait remporté qu'un seul prix. C'était vraiment ridicule, les pauvres. Ouais, Netflix était vraiment très déçu l'année dernière. En espérant que Netflix cette année remportera plus de prix, avec donc 42 nominations, un record. Tesla laisse désormais le choix entre un autopilote et une promesse de conduite autonome. Alors avant, il y avait 2 options d'autopilote. L'option autopilote a été scindée en 2, et donc maintenant il y a 3 options. Donc il y a le pilotage automatique de série. Pilotage automatique, ça veut dire quoi exactement pour Tesla ? Ça veut dire... je recherche la définition exacte. Je sais plus ce que c'est. C'est pas spécifié ici. Non, c'est pas spécifié dans cet article. Mais c'est juste les fonctions basiques, des fonctions extrêmement basiques, pilotage automatique de série. Puis après, tu as l'option 2. L'option 2, c'est l'autopilote amélioré pour 3 800 €. Et après, tu as l'option 3, qui est la capacité de conduite entièrement autonome et qui coûte 7 500 €. 7 500 €. La fonctionnalité de base, en fait, c'est juste la possibilité de maintenir la trajectoire avec un régulateur de vitesse adaptatif. Voilà, c'est ça la fonction de l'option de série, pilotage automatique, donc maintien de la trajectoire et régulateur de vitesse adaptatif. SpaceX annonce le premier vol touristique dans l'espace d'ici fin 2021. Autre news tech du jour, tu as entendu parler de Clubhouse. C'est une application qui buzz, qui est très utilisée aux États-Unis ou dans d'autres pays européens, notamment en Allemagne. Hein, beaucoup de gens en parlent en Allemagne. Clubhouse, c'est un club d'entrepreneurs difficile d'accès pour le grand public, d'après François Manance de Numérama, qui a testé l'application, puisque Clubhouse est désormais disponible en France, enfin uniquement sur iPhone, hein, et sur invitation. Donc déjà, il te faut un iPhone, et il faut que tu aies reçu une invitation pour rejoindre Clubhouse, puisque actuellement, uniquement la version bêta est disponible. Et selon cet essai de Numérama, l'application est majoritairement dominée par des groupes ou des conférences en anglais. Très très peu de conférences en français, et la plupart des salons ou des conférences, groupes de discussion, tournent autour du business, du monde des startups, de la tech, de l'innovation, de l'entrepreneuriat, du marketing digital, etc. Donc c'est pas vraiment grand public, et si tu es intéressé par le divertissement ou les vidéos drôles, c'est pas sur Clubhouse que tu vas les rencontrer, c'est plus une plateforme pour discuter avec des gens et rejoindre des conférences en ligne et lancer tes propres conférences sur des thèmes précis. Apparemment, l'outil de recommandation n'est pas encore au point, d'après Numérama. C'est quand même très très random, donc ça n'a pas été un test très positif. D'après Numérama, c'est pas très intéressant pour l'instant, et en plus très peu de conférences en français. Évidemment, dans Numéro Rendez-vous, je te tiendrai au courant des suites de l'évolution de Clubhouse et de son développement à l'international. Freezing Cam, autre application dont je voulais te parler. Freezing Cam, c'est une application pour figer volontairement ta caméra durant une visio. En un clic, il est possible désormais de laisser croire que la conversation a planté. Après Buffer.ing qui simule une connexion exécrable sur Zoom, c'est l'outil Freezing Cam qui s'avère pratique. Cette application permet de geler son écran à n'importe quel moment lors d'une visio. Donc si par exemple on te pose une question à laquelle tu ne veux surtout pas répondre, eh bien tu cliques sur Freeze avec Freezing Cam et ta caméra est complètement gelée. Alors pour utiliser Freezing Cam, il te suffit de télécharger l'application disponible sur macOS ou sur Windows, et une fois installée, il suffit de cliquer sur Freeze pour laisser croire aux autres participants sur Zoom que ton écran est figé et que la connexion a planté. Autre news tech du jour. Reddit. Stop des modérateurs de Wall Street Bets qui a voulu abuser de son succès. C'est un scandale
avec Wall Street, dont on a beaucoup parlé sur Twitter, qui a fait le buzz même en France, et puis surtout aux États-Unis. Des modérateurs de Wall Street Bets ont tenté de profiter du succès du sous-forum de Reddit, obtenu grâce à l'affaire GameStop contre Wall Street, en cédant des droits à l'industrie du cinéma qu'ils ne possédaient même pas. L'affaire, survenue cette semaine, a nécessité l'intervention de Reddit pour ramener de l'ordre. D'ailleurs, Reddit a viré plusieurs modérateurs de Wall Street Bets, puisque des modérateurs voulaient vendre les droits cinématographiques de ce sous-forum. Ford va investir 7 milliards de dollars dans la recherche sur le véhicule autonome. À l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Ford a annoncé vouloir investir 29 milliards de dollars jusqu'en 2025 dans la recherche sur les véhicules électriques et autonomes. Une enveloppe de 7 milliards de dollars est consacrée aux seuls véhicules autonomes. Autre start-up, c'est Deepgram, D-E-E-P, comme Deepgram. Deepgram lève 25 millions de dollars pour sa plateforme de reconnaissance vocale. Deepgram a mis au point une plateforme permettant aux entreprises de créer des modèles de reconnaissance vocale personnalisés. La start-up de San Francisco compte, en pleine crise sanitaire, sur l'augmentation de la demande en solutions de compréhension de commandes orales pour accélérer son développement. Évidemment, on va assister ces prochains mois et ces prochaines années à une explosion du vocal, de la voix. Vivino, l'appli de recommandation de vin, lève 155 millions de dollars. Ce nouveau tour de table permettra à la plateforme Vivino d'améliorer sa technologie et ses algorithmes afin de créer des recommandations plus pertinentes pour ses utilisateurs. Vivino, c'est une startup qui a été créée en 2010 à Copenhague et qui a annoncé avoir levé la somme de 155 millions de dollars suite à l'explosion de sa base d'utilisateurs. Et cette somme servira principalement à renforcer son moteur de recommandation ainsi que sa présence sur les marchés à fort potentiel. Donc également pour contribuer à son développement international. Marque chinoise maintenant, comme toutes les semaines, je reviens sur les empires chinois de la tech. Et on va parler tout de suite de Kuaishou. Alors si tu connais pas Kuaishou, j'en ai déjà parlé dans cette émission, c'est le rival chinois de TikTok. C'est vraiment le concurrent direct de TikTok en Chine. Eh bien Kuaishou réalise la plus importante IPO tech depuis Uber, c'est-à-dire introduction en bourse, IPO. Le spécialiste chinois des vidéos en ligne, Kuaishou, rival de l'application TikTok selon frenchweb.fr, flambe vendredi pour son entrée en bourse de Hong Kong avec une cotation pratiquement multipliée par 3 par rapport au prix d'introduction. Dans les premiers échanges, le titre prend 194% à 338 $ de Hong Kong à la suite d'une introduction en bourse qui a permis au groupe basé à Pékin de lever 4,5 milliards d'euros. Ce montant en fait la plus grosse entrée en bourse du secteur technologique mondial depuis celle d'Uber à Wall Street en mai 2019. Kuaishou, dont le mot signifie la main leste, est le numéro 2 chinois du partage de vidéos après ByteDance. ByteDance qui est la maison mère de TikTok, très populaire à l'international auprès des adolescents, notamment aux États-Unis, en France, en Inde, où l'ancienne administration Trump d'ailleurs aux États-Unis l'a placé sur liste noire, puisque TikTok a été accusé d'espionnage. Et Kuaishou a également imposé à l'étranger son application Zyn, ZYNN, dont la particularité est de rémunérer ses utilisateurs lorsqu'ils invitent leurs amis à télécharger l'application. Jusqu'à 20 $, 17 € par personne. Et le simple fait de regarder des vidéos sur Zyn permet également de gagner des points qui peuvent ensuite être convertis en argent. Et ce système de récompense est courant en Chine, où les startups n'hésitent pas à dépenser des millions pour s'arracher des utilisateurs. Donc, à suivre cette application, ce groupe, Kuaishou, plus grosse entrée en bourse, plus grosse IPO tech de l'histoire depuis Uber. Pour Huawei,
les choses ne devraient pas s'arranger en 2021. L'administration Biden est vraiment mal engagée pour lever les sanctions contre Huawei. La potentielle nouvelle secrétaire au commerce des États-Unis, Gina Raimondo, a rassuré les sénateurs républicains en indiquant qu'il n'existe aujourd'hui aucune raison pour que la situation de Huawei change aux États-Unis. Interrogée par les sénateurs républicains, la candidate au poste ministériel a même été assez ferme dans ses réponses. Je cite, ouvrez les guillemets. « Je comprends que ces sociétés soient placées sur la liste des entités militaires parce qu'elles présentent un risque pour la sécurité nationale américaine ou les intérêts de la politique étrangère, a-t-elle indiqué. Je n'ai actuellement aucune raison de croire que les entités figurant sur ces listes ne devraient pas y figurer. » La posture de Gina Raimondo est beaucoup plus ferme qu'en janvier 2021 lors de son premier passage devant le Sénat. Donc c'est une très mauvaise nouvelle pour Huawei. D'ailleurs, rappelons que Huawei a récemment été rejoint par Xiaomi sur cette fameuse liste noire. Et en réponse, Xiaomi a déclenché une action en justice visant à faire annuler cette décision selon lesnumériques.com. News France maintenant, d'ailleurs, on va parler de Huawei. 5G, le Conseil constitutionnel valide la loi anti-Huawei contestée par SFR et Bouygues Telecom selon FrenchWeb.fr. Le Conseil constitutionnel a validé vendredi les dispositifs législatifs anti-Huawei contestés par les opérateurs télécoms français SFR et Bouygues Telecom visant à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale, notamment dans le cadre de l'exploitation des réseaux mobiles 5G. D'ailleurs, l'État français ne devra pas indemniser Bouygues Telecom et SFR. Puisque Bouygues et SFR réclamaient que l'État les indemnise suite à l'affaire Huawei, une requête rejetée d'un revers de main par le Conseil constitutionnel. En parlant de télécom, d'ailleurs, Iliad, la maison mère de Free, lève 1,3 milliard d'euros pour boucler l'achat de l'opérateur polonais Play. Une somme qui lui permettra donc de boucler l'acquisition de l'opérateur Play en Pologne et de se donner aussi plus de sécurité sur le plan financier. Et enfin, dernière info du jour, e-commerce en France, les ventes en ligne progressent de 8,5% en 2020. Je m'attendais à plus. Les ventes en ligne ont atteint 112 milliards d'euros en 2020, boostées par la digitalisation du commerce de détail qui s'est accélérée dans le contexte de la crise sanitaire. La FEVAD, la Fédération du e-commerce et de la vente à distance, a publié son bilan du e-commerce en 2020 en France. Ce secteur représente désormais 13,4% du commerce de détail, le retail, contre 9,8% en 2019. Et ce qui est intéressant, c'est de voir la progression de la vente de produits sur Internet et la progression des ventes de services. Si la hausse est seulement de 8,5% sur un an, au total, 112 milliards d'euros de ventes en ligne produits et services, il faut regarder la segmentation par secteur. Et on voit qu'il y a évidemment une baisse des ventes de services en ligne, moins 10%. Moins 10% de ventes de services en ligne. Et surtout, moins 47% pour le secteur du tourisme. En revanche, pour les produits, c'est extraordinaire. Plus 32% de croissance de vente de produits sur Internet en France. Plus 32%. C'est incroyable. Comme on s'y attendait. 1,8 milliard de transactions, plus 5,8% par rapport à 2019, 17 400 sites e-commerce supplémentaires en 2020 et 2 euros d'augmentation du panier moyen qui s'élève désormais à 61 euros. Voilà pour les chiffres clés de cette étude de la FEVAD. J'espère que cette émission t'a plu, merci de l'avoir écouté. Si tu aimes mes vidéos, n'oublie pas de les partager et surtout de liker sur YouTube ou de me laisser des étoiles sur les plateformes de podcast. Merci beaucoup. Je te souhaite une très très bonne journée et je te dis à très bientôt sur ma chaîne superfan.fr. Salut, ciao.